Le 16 novembre 1532, l'Empire Inca s'effondre. Les raisons, la variole des colons, une guerre civile et un acte final, la bataille de Cajamarca. L'empereur Atahualpa réclame au conquistador Pizarro qu'on lui rende ses biens. Ce dernier l'invite à le rencontrer sur une petite place à Cajamarca. Un prêtre espagnol offre une Bible à Atahualpa, mais celui-ci la jette par terre. 168 conquistadors, cachés dans les maisons alentours, se ruent alors sur l'ennemi qui panique face à la cavalerie et aux coups de canon. Une véritable boucherie. 2000 Incas sont tués, aucune perte du côté espagnol. L'empereur est exécuté, remplacé par un souverain fantoche. Les temples sont vidés, les trésors pillés, c'est la fin de la civilisation Inca qui emporte dans sa chute des milliers d'années de culture, remplacées par celle des Espagnols. Il y a des jours qui ont changé l'histoire. La langue que vous parlez, le dieu auquel vous croyez, les lois que vous suivez, la ville où vous habitez, tout ça s'est joué sur un champ de bataille. Découvrons 4 guerres méconnues qui ont changé la face du monde. La bataille de la Vouivre du Présage. C'est probablement le conflit le plus marquant du millénaire, à l'origine du règne de la plus puissante guerrière que le monde n'ait jamais connue, Saïta, une sœur de la bénédiction, qui après avoir voué sa vie aux esprits, prit les armes pour combattre le mal. Saito, ça va? T'as l'air un peu... Mais tu fais quoi? Désolé, j'ai oublié le texte. J'étais en train de jouer à Dungeon Hunter 6, un action RPG où tu joues un chasseur de primes. Quand tu bats un boss, tu peux le convoquer pour qu'il vienne se battre avec toi. Tu peux même réaliser des compétences en combo avec, les piloter, et il paraît même qu'à la fin du jeu, tu peux te transformer en eux. Wow, ça a l'air stylé! Attends, ça me donne une idée. Je te jure, en plus ils sont passés à la vitesse supérieure niveau graphisme, optimisé pour avoir des combats les plus fluides possibles sur mobile. Et puis il y a tellement de trucs, tu peux jouer avec tes potes, faire des guerres de guilde en temps réel, il y a un système de monture personnalisable. Mieux, avec la centaine de boss au design unique et la grande variété d'options dans les arbres de compétences, tu peux tester plein de builds différents. Il y a même une mission où on se transforme en chat. Ok, je les ai eu au téléphone, ils nous filent un lien spécial pour obtenir un pack de démarrage d'une valeur de 50€. Il y a même un événement de lancement à partir du 15 octobre pour gagner des cadeaux. Tout ça en description ou via ce QR code, télécharge le jeu gratuitement sur Android et iOS. Bon, maintenant Saito, tu peux reprendre. Les Américains auraient dû parler français. À son apogée, le royaume de France en Amérique, c'est ça, la Nouvelle-France. 8 millions de kilomètres carrés, 15 fois plus que sa superficie en Europe. Comment ça se fait qu'il ne reste que les Québécois et de petites communautés aux USA qui parlent la même langue que nous, comme les Cajuns en Louisiane? Une réponse, la guerre de la conquête. La France a toujours une bonne relation avec les peuples autochtones d'Amérique du Nord en formant des alliances. Les seuls à faire exception sont les Iroquois. Ils aiment pas l'arrivée française qui pourrait leur faire perdre le monopole du commerce de fourrure. Ils se tournent donc vers 13 colonies anglaises. Bien que la Nouvelle-France soit gigantesque, il y a que 0,0075 habitants au kilomètre carré, 4 fois moins que le Groenland. Défendre un territoire aussi grand avec si peu d'effectifs est donc impossible. Ces frontières empêchent les Britanniques de s'étendre à l'ouest et cette rivalité débouche sur 3 guerres intercontinentales. Dès qu'un conflit éclate entre la France et le Royaume-Uni, il se propage dans les colonies américaines. On signe des traités, on donne des petits bouts de territoire, mais il reste un problème, la vallée de l'Ohio. Territoire stratégique, tout le monde en veut le contrôle. La France possède déjà des comptoirs commerciaux et peut compter sur le soutien des populations indigènes. Mais ça n'empêche pas les Anglais de fonder la Ohio Company, chargée de s'établir dans la vallée. En guise de contestation, les Français enterrent un peu partout des plaques de plomb gravées indiquant que le territoire appartient au roi de France et construisent des forts à toute vitesse. Ça énerve les Britanniques qui décident d'envoyer le jeune George Washington négocier. La France refuse, Washington construit son propre fort, c'est le début des ennuis. Le 28 mai 1754, Washington et 40 soldats attaquent par surprise un détachement français de 30 hommes qui se repose dans une gorge, tuant 9 d'entre eux et forçant les autres à se rendre. Les Britanniques réalisent alors leur erreur, ces troupes françaises n'avaient aucune intention belliqueuse. Leur dirigeant, Jumonville, était en mission diplomatique, tous les Français veulent alors se venger. Commence alors la guerre de 7 ans en Amérique du Nord. La France s'empare de Fort Necessity, une humiliation qui ne plaît pas aux Britanniques. La tension monte, les deux pays envoient des troupes dans leurs colonies. Les Anglais réussissent à se rendre maîtres de toute l'Acadie, une région francophone à l'est du Canada. Les familles acadiennes sont alors expulsées de leurs terres par les Britanniques. Appelé le Grand Dérangement, beaucoup y voient encore aujourd'hui un génocide culturel. Au même moment, un convoi britannique long de 6 km marche vers l'Ohio dans le but d'annexer le territoire. Le 9 juillet 1755, il rencontre
rencontre la garnison française du fort Duquesne, près du fleuve Monongahela. La bataille se déroule d'abord de manière traditionnelle. Les deux armées se mettent en ligne et se tirent dessus. Mais leur commandant étant tué dès le début de la bataille, les troupes françaises sont sur le point de prendre la fuite. C'est là qu'intervient le capitaine Jean-Daniel Dumas. Il ordonne à son armée de se disperser dans la forêt et de se mettre à couvert. Les Français, protégés par les arbres, parviennent à faire un massacre dans l'armée anglaise toute compacte. Bilan, seulement une trentaine de morts du côté français contre 450 britanniques. La plupart des officiers anglais étant morts, George Washington, présent lors de la confrontation, devient le plus haut gradé et ordonne le repli. Mais le vent tourne pour la France, qui enchaîne défaite sur défaite. Avec une marine moins développée, elle a du mal à ramener des soldats de métier. Les Anglais ne connaissent pas ce problème et parviennent à prendre Louisbourg à l'embouchure du Saint-Laurent. Ils remontent le fleuve et atteignent rapidement la ville de Québec qu'ils assiègent avec leurs bateaux. Après la bataille d'Abraham, la ville est livrée à l'ennemi 5 jours plus tard. En septembre 1760, Montréal, dernier bastion français, capitule sans même prendre les armes, marquant la fin de la guerre de la conquête. La France perd toutes ses colonies sur le continent américain, mais récupère les Antilles en échange. Bien qu'elle ait perdu, la Nouvelle-France a laissé son empreinte dans l'Amérique d'aujourd'hui. Québécois, Acadiens ou Créoles, toutes ces personnes sont américaines, mais parlent français. Imaginez un peu si la France avait gagné. Plus besoin de parler anglais quand vous voyagez. Le français serait peut-être devenu la langue universelle. Le destin des tribus autochtones aurait pu également être différent, les Anglais étant bien moins tendres, conduisant aux tragédies et génocides dont l'Amérique répercute encore aujourd'hui l'écho. Le jour où l'Espagne a cessé d'être musulmane. Au 8e siècle, toute la péninsule ibérique est aux mains des Arabes. Toutes, non, un petit royaume chrétien, bien protégé derrière ses montagnes, leur résiste encore et toujours. La conquête musulmane de la France échoue à la bataille de Poitiers, le pouvoir s'affaiblit et tout le nord de l'Espagne en profite pour prendre son indépendance. Sans compter qu'une guerre civile éclate entre musulmans arabes et berbères pour le pouvoir. Leur territoire se divise alors en une multitude de petits royaumes, les taïfas. Conscients de leur faiblesse, les musulmans d'Espagne demandent l'aide des Almoravides, une dynastie déjà maître du Maghreb qui envahit tous les taïfas et les annexe dans son empire. Une véritable coalition musulmane se forme alors et s'apprête à marcher sur les royaumes chrétiens. C'est là que des héros espagnols émergent. Déjà il y a Rodrigo Diaz de Vivar, dit le Cid dont on a déjà parlé dans cette vidéo. Mais surtout Alphonse Ier qui se fait couronner roi du Portugal, en fait un royaume indépendant et arrive à l'agrandir en enchaînant les victoires. La dynastie des Almoravides est très vite remplacée par un nouvel empire musulman venu des montagnes marocaines, les Almohades. Face à cette nouvelle puissance, le pape Innocent III appelle tous les royaumes chrétiens à s'unir et à partir en croisade en Espagne. 13 000 croisés mercenaires venus de partout en Europe font alors front aux côtés des Espagnols catholiques. De l'autre côté, une immense armée islamique de 25 000 hommes en provenance de tout le Maghreb est levée. Une bataille scellera le destin de l'Espagne à jamais, Las Navas de Tolosa. Dans un premier temps, la confrontation n'est pas très bien engagée pour les chrétiens. Normal, ils sont moitié moins. Voyant cela, les rois catholiques chargent vers leur adversaire et arrivent à pénétrer dans le retranchement des archers ennemis. Tout va se jouer sur la lâcheté d'un seul homme, chef des troupes musulmanes. Craignant pour sa vie, il prend la fuite, ce qui sape le moral de son armée qui préfère déposer les armes. Les chrétiens n'ont aucune pitié et exécutent tous ceux qui battent en retraite. 20 000 musulmans tués contre 2000 chrétiens. Dès 1250, la présence musulmane en Espagne ne se limite qu'au royaume de Grenade dans le sud de la péninsule, progressivement conquis par la Castille, jusqu'à la prise de la ville de Grenade le 2 janvier 1492. Les Espagnols promettent alors de respecter les coutumes des musulmans et de maintenir leur liberté de culte, ce qui leur sera enlevé des années plus tard. Les royaumes chrétiens espagnols profitent de cette victoire pour s'enrichir. Celui de Castille et d'Aragon s'allie d'ailleurs par un mariage pour ne plus faire qu'un, définissant les bases des frontières espagnoles actuelles. La même année, un navigateur italien nommé Christophe Colomb est persuadé qu'il peut atteindre les Indes orientales en partant vers l'ouest et en traversant l'Atlantique. Après avoir essuyé un refus de financement auprès du roi du Portugal, il tente sa chance à la cour de Castille. Celui-ci, débarrassé du problème musulman et enrichi par ses conquêtes récentes, accepte. C'est le début de la conquête de l'Amérique. Si Mohamed Al-Nasir ne s'est pas enfui, l'Espagne serait peut-être restée musulmane. Le développement de la Castille aurait alors été limité et elle n'aurait pas eu les fonds nécessaires pour l'expédition de Colomb. Il est incontestable que le Nouveau Monde aurait fini par être découvert par un autre État européen. Cependant, il est moins sûr que l'Amérique du Sud et le Mexique parlent espagnol ou portugais. La civilisation occidentale n'aurait jamais dû exister.
Les Carolingiens, le Reich allemand ou les fascistes italiens, tous affirment être les successeurs d'une civilisation qui a changé l'histoire, l'Empire romain. Il a pourtant failli ne jamais exister. Rome est d'abord une petite république qui doit s'agrandir en annexant toute la botte italienne. Elle a des vues sur la Sicile, déjà aux mains des Carthaginois en actuelle Tunisie, ce qui déclenche la première guerre punique. Problème, les légions romaines n'ont gagné que très peu de batailles en mer, et Carthage est justement connue pour être une véritable puissance maritime. Une légende raconte qu'un matin, un navire carthaginois s'échoue près des côtes romaines, une aubaine. Les Romains en profitent pour le copier et l'améliorer. C'est ainsi qu'ils mettent au point le Corvus, un bateau qui facilite les abordages et permet aux légions romaines de se battre comme s'ils étaient à terre. Carthage ne cesse d'acheminer des troupes par bateau vers la Sicile. Rome comprend alors que si elle veut se rendre maître de l'île, elle doit y stopper le flux et frapper directement en Afrique. Carthage réagit et envoie une flotte intercepter les Romains au large du Cap Ecnum. On parle ici d'une des plus grandes batailles navales de tous les temps. Presque 700 navires et plus de 300 000 hommes s'affrontent, la population de Nantes sur l'eau. Après un combat acharné, Rome parvient à décrocher la victoire, Carthage est déstabilisée. Elle perd une deuxième bataille près des îles Égates, ce qui la force à signer un traité de paix. Elle reste indépendante mais doit céder la Sicile aux Romains, en plus de payer un tribut considérable. Les Carthaginois leur vouent alors une haine, et un plus que les autres. Hannibal, leur nouveau commandant en chef. Bien décidé à se venger, il veut prendre les Romains par surprise en les attaquant par le nord. Il traverse l'actuelle Espagne, puis la France avec une armée de 60 000 fantassins, 12 000 cavaliers et 37 éléphants. En moins de 6 mois, il se retrouve devant le Rhône et fait passer le fleuve aux éléphants grâce à un système de radeaux. En 15 jours, l'armée d'Hannibal parvient à traverser les Alpes en plein hiver au prix de lourdes pertes. Après avoir mis l'Italie à feu et à sang et vaincu les légions romaines à la bataille de Cannes, Hannibal est aux portes de Rome. Il peut prendre la ville à tout moment, mais hésite. Ses troupes sont fatiguées et il ne possède pas assez de matériel qui permettrait d'assiéger une aussi grosse cité. En attendant la capitulation de Rome, il décide de prendre un peu de repos à Capoue, où la légende veut que ses soldats se vautrent dans la luxure et s'affaiblissent. Pendant ce temps-là, Rome, qui ne se rendra jamais, est en train de se refaire une santé et agrandit ses légions. Un jeune général romain, Scipion, est d'ailleurs envoyé en Afrique avec une armée pour prendre Carthage, laissée sans défense. Hannibal est alors rappelé en urgence et quitte l'Italie, mais son armée se fait écraser lors de la bataille de Zama en moins de 102. Rome a gagné la deuxième guerre punique. Hannibal est condamné à l'exil, il finira même par se suicider des années plus tard. Scipion Émilien, fils du premier Scipion, détruit Carthage une bonne fois pour toutes des dizaines d'années après, lors de la troisième et dernière guerre punique. Toute une civilisation s'effondre, ne laissant que des ruines derrière elle. Rome est alors toute puissante, plus rien ne peut l'arrêter. Si Hannibal ne s'était pas reposé à Capoue et avait mené son offensive comme prévu, celui-ci serait probablement sorti vainqueur. Une autre civilisation aurait été gauloise ou gallio-punique. Nous parlerons une langue proche de l'arabe. Pas de christianisme, pas de cuisine française, un système philosophique et juridique totalement différent. La civilisation occidentale telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existerait juste pas. La seconde guerre sino-japonaise. Le 7 décembre 1941, la plus grande base navale américaine du Pacifique est bombardée par surprise par les Japonais, Pearl Harbor. Qu'est-ce qui les a poussés à lancer cette guerre suicide contre un ennemi beaucoup plus puissant qu'eux? Pour le comprendre, il faut se pencher sur une autre guerre, celle qui les oppose à la Chine. En 1931, le Japon l'envahit par le nord. Il a déjà annexé Taïwan et la Corée des dizaines d'années auparavant, mais jamais la Chine n'a réagi. Pourquoi? Elle est déjà déchirée par la guerre civile qui oppose les nationalistes aux communistes pour le contrôle du gouvernement. Puis, elle ne pourrait de toute façon rien faire face à la puissance militaire du Japon, qui contrairement à elle, est déjà industrialisée. Cependant, les conquêtes nippones agacent, les communistes et nationalistes chinois signent une trêve pour faire front commun face à l'ennemi. Le 7 juillet 1937, avec un motif bidon, le Japon obtient un nouveau prétexte d'ouvrir les hostilités. La guerre sino-japonaise a officiellement commencé. Les Japonais s'emparent alors rapidement des villes de Pékin et de Tianjin. Les forces chinoises subissent une série de désastres. En novembre 1937, après 3 mois de combats intenses et des bombardements ayant entraîné la mort de milliers de civils, les Nippons occupent définitivement Shanghai, laissant 85 avions dans la bataille. Ça ne leur pose pas vraiment problème, ils peuvent en produire à la chaîne. Par contre, la Chine en perd 91, la moitié de sa force aéronautique. Vite, les Japonais prennent Nankin, les soldats, ivres de puissance, abusent de plus de 20 000 femmes et enfants, tuant près de 300 000 innocents.
Ouais, pas très kawaii, le Japon là. Loin d'avoir fini son expansion, l'armée japonaise continue d'avancer dans les terres et marche en direction de Zhengzhou. Pour les en empêcher, les Chinois décident d'ouvrir les digues du fleuve Jaune. C'est le pire contre son camp de l'histoire. L'inondation noie plus de 500 000 paysans et provoque le départ de 3 millions de personnes. Les Japonais se rabattent alors sur Wuhan en contournant l'inondation par le sud. Après 4 mois de combats acharnés, ils parviennent à prendre la ville. Tous les ports chinois les plus importants sont aussi visés, ainsi que le nord de l'Indochine française. La stratégie est d'empêcher la Chine d'acheter des armes et des matériaux venus de l'étranger. Grave erreur, les Japonais viennent de s'attaquer aux puissances occidentales. Les États-Unis condamnent leur politique impérialiste et proposent un ultimatum. Le Japon doit retirer ses troupes de Chine et d'Indochine, ou bien les USA ne lui fourniront plus de pétrole. Problème, les Nippons sont dépendants à plus de 90% du pétrole américain, et sans lui, leur armée deviendra inefficace. Par contre, il est inconcevable qu'ils abandonnent leur territoire en Chine. Ils envisagent alors d'attaquer les colonies occidentales d'Indonésie pour s'emparer des puits de pétrole. C'est ici qu'on arrive à l'attaque de Pearl Harbor, qui, contrairement à ce que l'histoire en raconte, est une réussite. L'offensive avait pour but de détruire le gros de la flotte américaine afin de pouvoir continuer les invasions japonaises. C'est comme ça que le Japon parvient à prendre les Philippines, les Indes néerlandaises, Singapour et la Birmanie. La Chine est dès lors admise parmi les alliés de la Seconde Guerre mondiale, et les USA s'impliquent directement dans le conflit. En 1945, les alliés planifient une offensive finale contre le Japon. La Chine reprend ses territoires par le sud et l'URSS l'aide par le nord, pendant que les Américains attaquent directement l'archipel nippon. Le 6 août, l'Enola Gay largue la bombe atomique sur Hiroshima, suivie de Nagasaki par le Bockscar 3 jours plus tard, forçant les Japonais à capituler sans condition le 15 août 1945. C'est là que le monde asiatique tel qu'on le connaît aujourd'hui naît. La Chine divisée s'unit autour de Mao Tse-Dong, boute les nationalistes hors du pays qui se replient à Taïwan. Mais la guerre est loin d'être finie sur le sol asiatique. Le repli japonais donne aux différentes colonies européennes des volontés d'autonomie. C'est comme ça que, des années plus tard, les deux Corées, mais aussi l'Indochine et l'Indonésie prennent leur indépendance. Pour un Français moderne, la guerre c'est quelque chose qu'on étudie au cours d'histoire ou qu'on voit à la télévision. Celles qui se déroulent sous nos yeux sont pourtant en train de forger le monde de demain. On espère que cette vidéo vous a plu, dites-nous en commentaire si vous souhaitez un deuxième épisode. Encore merci à Dungeon Hunter 6. Téléchargez dès maintenant le jeu en scannant ce QR code si vous êtes sur PC ou avec le lien en description et obtenez un pack de démarrage spécial. C'était Mélie et Saito, allez les amis, ciao.